Merci, Monsieur le Président de séance, chers maîtres, chers congressistes. C'est un honneur de revenir à Brazzaville après le concours en 2020. Et il m'a été demandé par le comité d'organisation de faire cette présentation sur les généralités sur le lupus systémique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais encore une fois, au nom de la Société burkinabé de rhumatologie et si le past président de la Société africaine de rhumatologie me permet, de féliciter le comité d'organisation, tous les maîtres, tous les confrères et tous les collaborateurs pour cette rencontre-là, la qualité des échanges. Alors, parler du lupus, on va essayer d'aller avec un plan classique. Et quand on dit généralité sur le lupus, en 20 minutes, je vous avoue que ça va être difficile. Et je n'ai pas la prétention en 20 minutes de tout dire, mais je vais essayer quand même si on va pas jusqu'au fond, de vous montrer l'essentiel de ce qu'il y a sur le lupus. Quand on dit lupus systémique, on parle d'une maladie qui est complexe, c'est une maladie qui est grave. Elle impacte énormément la qualité de vie, cette affection. Elle est décrite comme une maladie caméléon, dont le diagnostic est difficile et on verra tout au long de cette présentation. Le lupus systémique est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une maladie en rapport avec un dérèglement du système immunitaire qui développe des auto-anticorps qui se mettent à attaquer tous les systèmes et appareils. Et ces anticorps sont dirigés principalement contre les constituants du noyau. Les atteintes sont surtout ostéo-articulaires et dermatologiques, mais on verra qu'on peut avoir bien d'autres atteintes. Quand on parle de lupus, en vérité, il n'y a pas qu'un seul lupus, mais il y a des lupus. Et aucun lupus ne ressemble à l'autre. Il s'agit de la maladie qui est décrite comme une maladie aux 1000 visages, à l'image de, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Mr. Hyde et Dr. Jekyll, qui est, le Dr. Jekyll, c'est le gentil docteur. Le docteur exemplaire, philanthrope, voilà, qui a une vie vraiment normale de jour. Et il développe une potion magique pour dissocier les deux parties parce qu'on a tous un mauvais côté, un bon côté. Au point pour permettre à son mauvais côté, la nuit, c'est le mauvais côté qui sort, il profite de la vie, il fait n'importe quoi et de jour, bon, il devient Dr. Jekyll. La nuit, c'est Mr. Hyde. Sauf qu'à la fin, ça s'est mal terminé. La potion ne marchait plus et le mauvais côté, même de jour, se développait. Donc, il n'y a pas un lupus, mais des lupus avec plusieurs visages. Le gentil visage, si on peut l'appeler ainsi, c'est le lupus léger, modéré, léger rhumatologique, dermatologique, et modéré avec des atteintes viscérales, mais qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital, donc avec des sérites éventuellement. Le lupus sévère, c'est le lupus, le neurolupus, le lupus avec une atteinte rénale, c'est-à-dire c'est le mauvais visage avec des mises en jeu de pronostic vital ou fonctionnel. Un peu d'histoire parce que le lupus a commencé, les premières descriptions du lupus ont commencé par la peau. Et vous savez que lupus, en fait, c'est un terme latin qui veut dire loup. Et cela faisait référence aux lésions cutanées en rapport avec des lésions qui évoquaient des morsures de loup ou le masque de Carnaval ou le masque de Zorro. Les premières descriptions datent du XIIe siècle et puis après, il y a le célèbre dermatologue français Cazenave qui a décrit le lupus discoïde et par à la suite, on a eu le développement des critères et la découverte des anticorps et bien d'autres. Quelques chiffres quand même sur l'épidémiologie du lupus. Les données sur l'incidence sont inexistantes pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de données sur l'incidence du lupus. Quand on regarde les travaux, les données concernent les autres parties du monde, mais l'Afrique, le Moyen-Orient restent un peu vides. Par contre, on a quelques données sur la prévalence et il semblerait que la prévalence du lupus est élevée en Afrique. Mais les auteurs qui l'ont dit relèvent quand même qu'il s'agit surtout de séries hospitalières, donc qui ne sauraient se superposer aux données en population. Parce qu'on a bien l'impression dans notre contexte que c'est pas une affection dont la prévalence est aussi élevée que cela. Mais après, bon, il y a tous les biais qu'il y a dans toutes ces études épidémiologiques.
En termes de répartition dans le monde, la prévalence varie entre 4 à 178 pour 100 000 habitants. Et je reviens sur ce travail de l'équipe du Cameroun qui a été présenté ce matin, qui rapporte une prévalence d'à peu près 2% sur l'ensemble des études qu'ils avaient faites au cours de cette revue-là. Au Burkina Faso, on est bien en deçà de la prévalence. Et la sécrétion exagérée d'interférons va entretenir la boucle inflammatoire. L'activation du lymphocyte B va être responsable de la sécrétion des anticorps et ces anticorps vont s'unir à ces fragments-là et former les complexes immuns qui iront se déposer un peu partout au niveau de tous les organes, que ce soit le système nerveux, le rein, les articulations et entraîner une inflammation. Mais vraiment, retenir surtout le rôle de l'interféron dans l'entretien de la maladie lupique. Mais on a parlé de l'excès d'apoptose, mais il y a un mécanisme qu'il faut intégrer maintenant au cours du lupus, c'est la nétose. En plus de l'excès d'apoptose, on a le polynucléaire neutrophile qui se dérègle, qui se suicide, comme on dit, la nétose, et qui libère aussi du matériel. Deux fois plus que celle du sujet adulte qui a 21% d'atteinte rénale versus 42% chez l'enfant. Un clin d'œil à nos collègues de la dermatologie, parce que il y a la revue du praticien en 2022 qui relève que quand un patient a des lésions de lupus aigu, dans 95% des cas, il y a une atteinte systémique associée qu'il faut absolument rechercher. Et quand il s'agit de lésions de lupus subaigu, c'est entre 10 et 42% d'atteinte systémique à rechercher. Donc, quand la peau parle, attention, surtout quand il s'agit de lésions de lupus aigu, il faut traquer les atteintes systémiques. Sur le plan paraclinique, le bilan inflammatoire classique, ne pas oublier le rein, l'atteinte rénale avec la protéinurie et faire le bilan des autres organes, notamment au niveau cardio et au vu du terrain et dans le cas du bilan préthérapeutique, ne pas oublier les sérologies. Les anticorps spécifiques, on l'a vu, c'est surtout les anticorps, bon, c'est pas très visible ici, mais les anticorps ADN, anti-ADN natifs, les anti-SM qui sont spécifiques de la maladie lupique. Il y a de nouveaux anticorps qui sont développés avec des anticorps qui permettent d'orienter même. Selon le profil, les anti-TGF, ce sont surtout des patients qui feront des atteintes vasculaires ou des atteintes sériques. Et cela permet de détecter le profil du patient et de rechercher les manifestations pour pouvoir proposer une prise en charge adaptée. Désolé, l'image n'est pas de très bonne qualité. Sur le plan diagnostique, toujours, ce sont les critères qu'on connaît. Les derniers critères, ce sont les critères ACR ELAR 2019 et les critères SLIC qui sont utilisés pour la classification, sont des critères de classification de la maladie lupique avec des points. Et quand on a un score supérieur ou égal à 10, le patient est classé lupique. Quand on a le diagnostic, il faut surtout pas oublier d'évaluer l'activité de la maladie lupique avec les scores d'activité. Et on a tous, dans les téléphones, il faut pas hésiter à installer tous Rhumatool. Avec Rhumatool, on a tous les différents scores qu'on a et en consultation, surtout pour les 2S, il faut calculer tous les scores, qu'il s'agisse des patients PR, des patients lupiques, calculer les scores d'activité, les scores fonctionnels et tout. Un clin d'œil quand même à la femme en âge procréé, parce qu'il s'agit des cas particuliers
sur le plan diagnostique qu'il faut prendre en compte. Bon, la grossesse, elle n'est pas contre-indiquée lorsque la maladie est bien contrôlée. Il y a quand même des risques de complications plus élevés chez la femme enceinte lupique que dans la population générale. Et du fait du risque de poussée, il s'agit d'une population à suivre de près. Donc, il faut un accompagnement, bien sûr, et ne pas hésiter à faire des adaptations et un suivi avec l'obstétricien. Un mot pour l'enfant, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le rôle de la génétique, mais le lupus de l'enfant se traduit par des atteintes systémiques plus agressives. C'est un lupus plus actif et on a les effets secondaires des médicaments. Et un mot sur les infections, parce qu'il s'agit de cas aussi particuliers qui sont assez fréquents, entre 30 à 45-44% au cours du lupus, et c'est un des facteurs de mortalité. Et la cause, c'est surtout le rôle du traitement immunosuppresseur de la cortisone, mais aussi il y a certains dérèglements au niveau des lymphocytes. Un mot sur le diagnostic différentiel, parce qu'on l'a vu dès le début, on a dit qu'il s'agissait d'une maladie aux 1000 visages, une maladie caméléon. Donc, le lupus peut ressembler à beaucoup d'autres maladies, notamment des maladies infectieuses. Et dans notre contexte, ne pas oublier la tuberculose, parce que comme disait un des maîtres, rien ne ressemble plus à la tuberculose que le lupus, et rien ne ressemble plus au lupus que la tuberculose. Donc, devant quelqu'un qui maigrit avec des lésions cutanées et tout, n'oubliez pas de discuter dans notre contexte Afrique subsaharienne de la tuberculose. Avec les arthrites, ne pas oublier la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, qui semble quand même un peu plus rare dans notre contexte pour le rhumatisme psoriasique, et bien sûr toutes les autoconnectivites et les AGI chez l'enfant. Quelques mots du traitement. L'objectif du traitement pour la maladie lupique, c'est obtenir la rémission, prévenir et traiter les poussées, prévenir et traiter les événements cardiovasculaires. La grossesse, on l'a dit, c'est vraiment des cas particuliers qu'il faut intégrer, ne pas oublier l'étape psychologique. Et cette prise en charge passe par l'éducation thérapeutique. Les patients lupiques sont des profils assez spécifiques. Il faut prendre le temps. C'est une affection chronique qui survient chez des femmes jeunes. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Donc, l'éducation thérapeutique est vraiment au centre de la prise en charge de cette population. Qu'elle soit une éducation thérapeutique personnalisée, individualisée ou en groupe, dans tous les cas, dans le cas de la prise en charge, et pour nos équipes, il faut la mise en place des équipes d'éducation thérapeutique. Et cette éducation thérapeutique devrait insister sur l'arrêt du tabagisme, une alimentation équilibrée, la photoprotection qu'il faut pas oublier, l'exercice physique adapté et puis des activités sociales, un tissu social normal. Le traitement est basé sur le traitement pharmacologique. C'est d'abord le traitement de fond et le traitement symptomatique. Il y a beaucoup de molécules et là, ça montre le développement depuis les années 50 jusqu'aux années 2020 avec les dernières molécules. On retient principalement les 4 grands groupes sur le plan médicamenteux. Ce sont les antimalariques de synthèse, la cortisone, les corticoïdes, que ce soit les corticoïdes injectables par voie orale, l'Adexa, et les traitements immunosuppresseurs, la cyclophosphamide, le méthotrexate, le mycophénolate de mofétile et les traitements biologiques. Alors bon, je passe les effets secondaires, mais ne pas oublier le suivi ophtalmo chez les patients avec l'hydroxychloroquine. Et on sait que les facteurs de risque de rétinopathie chez les patients lupiques, c'est la durée du traitement, la dose quotidienne cumulée, l'insuffisance rénale chronique et quand le patient a une rétinopathie préexistante. Un peu d'actualité quand même si nous en sommes très loin, ce sont les molécules qui actuellement sont développées au cours du lupus ou les thérapeutiques, c'est ce qu'on appelle les CAR-T-cells. On fait des prélèvements et on essaie de faire une immunosuppression, de réinitialiser le système immunitaire du patient et de réinjecter des lymphocytes tout neufs. Bon, c'est ce qui est de plus en plus proposé, mais nous n'en sommes pas encore là. À côté des traitements pharmacologiques, il y a les traitements non pharmacologiques avec la rééducation en cas de traitement chirurgical, la ponction péricardite et bien d'autres. Il y a ce qu'on a appelé les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, puisqu'on l'a vu dans le cas de l'éducation thérapeutique, il y a la prise en compte des facteurs de risque cardiovasculaire. Quand il s'agit d'un patient qui a une hypertension artérielle, il faut la prendre en charge.
Quand il y a une infection, il faut des anti-infectieux selon le type d'infection. Ne pas oublier l'os, surtout quand il y a une corticothérapie au long cours, ne pas oublier une évaluation osseuse. On l'a bien dit, l'ostéoporose dans le contexte noir africain existe bien, la prise en charge psychologique et la femme enceinte. Sur le plan des indications, la prise en charge du lupus, le lupus, on l'a dit, c'est une affection au carrefour de plusieurs spécialités. Donc, la prise en charge est multidisciplinaire. Elle associe les internistes, les dermatologues, les rhumatologues, les néphrologues, l'infectiologue. Selon l'organe, on est tous emmenés à collaborer dans la prise en charge de ces patients. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'indication est fonction du type de lupus. On l'a bien dit dès le début, il n'y a pas un lupus, mais des lupus. Donc, l'indication est fonction du fait que ce soit un lupus léger, un lupus modéré ou sévère, les traitements ne seront pas du tout les mêmes. Et bien sûr, en présence des poussées, il faut la prise en charge des poussées. Mais dans tous les cas, s'il y a un seul message, lupus égale hydroxychloroquine. Pas de lupus sans hydroxychloroquine en l'absence de contre-indication, bien sûr. Et selon la sévérité, on l'a dit, c'est fonction du type de lupus. Les lupus légers, vous voyez, hydroxychloroquine pour tout le monde. Léger, modéré à sévère, tout le monde a l'hydroxychloroquine. Les glucocorticoïdes par voie orale ou intraveineuse. Et après, dans les formes réfractaires sur le plan cutané, méthotrexate, azathioprine. Quand on commence à aller sur les formes modérées, il y a le belimumab qui rentre et puis le mycophénolate et les formes sévères, par contre, la cyclophosphamide, le rituximab et puis toutes les molécules qui sont développées, ce sont les recommandations de l'ACR-ELA. On a parlé sur le plan immunologique des particularités. De plus en plus, on essaye d'identifier le profil type du lupus pour pouvoir apporter une prise en charge quand le patient a ce qu'on appelle l'approche omique, qui est vraiment un traitement personnalisé, selon le profil immunologique, que le traitement soit adapté au profil immunologique du patient, selon l'exposome, l'exposition déclencheur de la maladie, qu'on puisse proposer un traitement. La surveillance, c'est la surveillance de l'activité. Comme on peut tous évaluer l'activité et surveiller la sévérité, prendre en charge les comorbidités, ne pas oublier le risque cardiovasculaire et le risque infectieux. Les critères de rémission, on les a. Si un patient qui a la définition de la rémission, c'est clair, c'est un score Sledai clinique à 0, c'est-à-dire un patient qui n'est pas actif et en l'absence de nouvelles atteintes. Et la stratégie thérapeutique devrait être basée sur le threat to target, traité avec une cible, et la cible, c'est uniquement la rémission du patient. Bon, là, c'est juste un mot sur les facteurs de risque de mortalité chez les patients lupiques. Bon, le risque cardiovasculaire, l'hépatite B qui est associé à une mortalité plus élevée et les traitements immunosuppresseurs. Les recommandations sur le plan prévention des infections, ce sont les vaccinations. Vaccinations contre le SARS-CoV-2, influenza, le pneumocoque et l'HPV, selon les recommandations du pays. Donc, pour conclure, le lupus est une maladie chronique invalidante. Les données sont assez variables. On a vu sur le plan épidémiologique d'une zone à l'autre, les données sont variables. Il faut arriver à classer les lupiques, légers, modérés à sévères, pour pouvoir apporter une prise en charge. Et cette prise en charge est basée sur la stratégie Threat to Target, avec la seule cible, c'est obtenir la rémission. Dans tous les cas, on le dit, on insiste, on répète, lupus égale hydroxychloroquine. Et pour les formes sévères, les recommandations sont assez claires. Il y a des difficultés et je fais la transition juste à professeur Lamini pour les défis de la prise en charge parce que dans notre contexte, l'accès au traitement, la disponibilité des examens paracliniques, les registres restent encore des chantiers à explorer. Je vous remercie de votre attention.